Donc, bonjour à tous, Marie-Lou Eustache, Vallée. Je vais vous parler des liens entre conscience, mémoire et identité pour aboutir finalement à la question de la maladie d'Alzheimer. Donc, lorsque l'on a la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'en perdant la mémoire, nous perdons notre identité ou bien notre représentation de nous-mêmes, donc notre sentiment d'identité? Donc, effectivement, nous partons de cette théorie que mémoire et identité sont liées. Donc, beaucoup de philosophes se sont intéressés à ce lien et l'ont montré. Mais je vais vous parler simplement de deux philosophes qui ont des positions contradictoires et en même temps complémentaires. Donc, Edmund Husserl, un phénoménologue allemand du XXe siècle, et Friedrich Nietzsche, donc allemand aussi du XXe siècle aussi. Donc pourquoi ces deux auteurs? Parce que l'un définit la mémoire de manière continue et l'autre de manière sélective. Donc je vais plus en détail dans la philosophie de Husserl premièrement. Donc Husserl a décrit une interdépendance de la mémoire rétentionnelle et de l'identité du sujet. Donc ce que j'appelle la mémoire rétentionnelle, donc c'est la mémoire c'est une mémoire à court terme. Donc effectivement, il y a un lien entre la mémoire à court terme et l'identité. Donc ce qu'il appelle rétention, c'est le souvenir, par exemple, dans une mélodie, du son qui vient tout juste d'être écouté. Donc lorsque je me rappelle du son qui vient tout juste d'être écouté, je peux ensuite saisir l'unité de la mélodie. Donc c'est grâce à cette mémoire rétentionnelle, grâce à cette mémoire du petit son qui vient juste de se passer, que je peux saisir l'unité entière de cette mélodie. Et donc, d'après Husserl, l'identité, c'est la même chose en nous. C'est se rappeler de petits bouts, de petits vécus, pour ensuite avoir une grande vision de nous-mêmes. Donc il y a un lien entre cette rétention, donc, qui est à la fois en conscience et en mémoire, un lien entre conscience, mémoire et identité. Donc la rétention est en fait une partie de la conscience elle-même et qui permet à la conscience d'être conscience de quelque chose. C'est un phénomène constitutif qui me permet d'être conscient et de comprendre comment je suis conscient aussi. Donc finalement, la rétention, ce souvenir du moment qui vient tout juste d'être entendu, enfin qui vient tout juste de se passer, c'est le point d'intersection entre la mémoire et l'identité. Donc grâce à la rétention, à ce lieu constitutif en conscience et mémoire, on forge au jour le jour quelque chose qui dépasse et qui fait qu'à chaque fois, je deviens plus que moi-même en veillant à la cohérence de ce moi. Donc finalement, c'est grâce à cette interaction que j'ai une identité, que j'ai un avant et un après dans le présent. Donc voilà, c'est une théorie assez simple, mais qui a le mérite, c'est pour ça que je l'ai choisie, c'est vraiment une conception qui a le mérite d'être claire et que l'on comprend bien, puisqu'on voit à quel point il y a une linéarité en nous. C'est ce qui permet que chacun nous reconnaisse et ce qui permet aussi que nous-mêmes, nous reconnaissions à travers le temps. Donc c'est ce que nous verrons plus tard dans la maladie d'Alzheimer. Est-ce que les patients ont cette linéarité, ont cette conscience de leur linéarité? Et enfin, donc, je voulais m'appuyer sur un deuxième philosophe, donc Friedrich Nietzsche, qui a insisté sur une deuxième partie de l'identité. Donc cette deuxième partie, c'est en fait l'identité n'est pas, nous ne sommes pas qu'une somme de souvenirs, nous ne sommes pas qu'une linéarité en continuité. Donc d'après Friedrich Nietzsche, il y a une sélectivité de la mémoire qui fait que le self est toujours en remodulation, il est toujours en changement perpétuel, ce qui fait que vous n'êtes jamais, vous êtes toujours différent, vous prenez toujours de la maturité et vous changez toujours votre regard au fur et à mesure du temps. Donc cette partie de l'identité-là, c'est ce qu'on appelle en philosophie l'ipséité. Donc l'ipséité, c'est ce qui change à travers le temps,
contrairement à la même T, donc ce qui est toujours pareil, ce qui ne change pas à travers le temps. Donc nous retenons de cet éclairage philosophique que la mémoire semble intrinsèquement liée à l'identité et que finalement nous sommes le résultat de cette mémoire. Mais il faut voir que nous sommes à la fois le résultat de cette mémoire, mais que nous sommes aussi en amont d'elle. Donc nous avons un self qui fait en sorte que nous mémorisions ce que nous avons choisi de mémoriser. Donc c'est pour cela que la mémoire est sélective, c'est parce que le sujet a lui-même une action dans la mémoire. Il choisit de mémoriser ce qui l'intéresse, donc que ce soit consciemment ou non d'ailleurs. Donc voilà, donc là j'en arrive à après avoir défini les liens entre mémoire et identité, j'en arrive à la définition de l'identité elle-même. Donc on peut dire, comme je l'ai plus ou moins dit, que l'identité peut être définie de deux manières. L'identité au sens de mêmeté, donc Pierre est quelqu'un de calme et de solitaire. Ça, c'est quelque chose qui restera toujours. Ça fait partie de lui, c'est son identité, c'est son caractère. Et également, donc, il y a une part de lui qui sera modulable. Donc, il sera fils, il sera père, il sera d'ailleurs les deux. Il sera parisien, il sera marseillais. Il y a plein de choses qui vont changer en lui. Et son humeur aussi, chaque jour changera. Donc, ça, c'est l'ipséité. Donc, dans l'identité de chacun, vous avez deux parties. Une partie qui reste toujours la même, qui est linéaire, et une partie qui change avec le temps. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Cette dualité constructive est permise par le temps et par conséquent par la mémoire. Donc on est à la fois une continuité et un sujet qui sélectionne, qui filtre, qui module ses souvenirs. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la maladie d'Alzheimer. Donc qu'en est-il de ce lien entre mémoire et identité lorsque la mémoire est altérée? Donc est-ce que nous perdons en conséquence toute notre identité, ou bien peut-on voir un sentiment d'identité préservé? Donc c'est une étude qui a été suivi donc au laboratoire INSERM UDI 77 de Caen. Et donc cette étude en neuropsychologie a cherché à montrer, s'est demandé est-ce que le sentiment d'identité reste préservé au stade modéré à sévère de la maladie d'Alzheimer. Donc pour mener à bien cette étude, nous nous sommes intéressés à 16 sujets, 16 patients donc dans une institution et 16 sujets contrôle qui faisaient partie de la même institution, donc qui étaient eux-mêmes en maison de retraite. Et donc nous avons procédé à une passation de tests. Donc dans cette passation, il y avait 2 tests qui étaient proposés. Le premier, c'était le test des 10 jeux. Donc le test des 10 jeux, donc il faut dire je suis et donner 10 je suis. Donc dire 10 je suis, ça veut dire donner des phrases qui nous caractérisent. Donc par exemple, je suis philosophe ou je suis calme, je suis voilà, il y a on peut dire plein de choses dans plein de registres différents. Et donc les patients et les contrôles étaient amenés à dire des choses les qualifiant, les caractérisant. Donc ça, c'était le premier test. Le deuxième test, c'était le test image, un questionnaire comportant 24 items. Donc on demandait 24 questions au sujet. Donc du genre, êtes-vous quelqu'un d'honnête? Êtes-vous en difficulté lorsque vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas? Enfin, plein de questions comme ça qui avaient été évidemment travaillées avant pour qu'elles soient adaptées à la compréhension du patient, donc du patient en stade modéré à sévère. Et ce qui est intéressant de cette étude, c'est qu'elle a été faite à 15 jours d'intervalle, donc à 2 reprises.
Donc une première fois, on a donc proposé les 2 tests, et 15 jours après, on a proposé les mêmes tests. Donc sachant que les patients, et les sujets contrôle aussi d'ailleurs, ne se rappelaient pas forcément de toutes les réponses qu'ils avaient fournies. Donc c'était pour voir s'il y avait une certaine linéarité, une certaine cohérence de ce sentiment d'identité. Donc une certaine mêmeté de notre représentation de soi à travers le temps. On a demandé aussi l'âge. Donc ça permettait de voir quel âge les patients se donnaient. Et donc dans les résultats de cette étude, nous avons pu voir que les patients se donnaient 14 ans de moins en moyenne par rapport à leur âge réel. Et sinon, les résultats de cette étude sont très intéressants en ce qu'ils ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les profils de réponse des patients et des contrôles. Donc, ils avaient la même façon de répondre. Et également, il n'y a pas eu de différence significative entre les 2 temps de l'étude. Donc, ça veut dire qu'au premier temps et 15 jours après, les patients se sont décrits de la même manière, avec les mêmes réponses aux questions. Donc, ce qui nous a amené à conclure à une préservation du sentiment d'identité. Donc, non pas de l'identité en général, ce serait trop... c'est pas ça qu'on a évalué, mais du sentiment d'identité, c'est-à-dire de la représentation que l'on a de soi-même. Donc ça, ce serait préservé, donc même au stade sévère de la maladie évolutive. Donc on a également demandé à la neuropsychologue de l'établissement de regarder les questionnaires, et donc les questionnaires étaient anonymes, et elle a reconnu les patients. Donc nous en avons déduit que finalement le sentiment d'identité des patients était fidèle à ce qu'ils étaient aujourd'hui, dans le présent. Donc cette conclusion n'est pas partagée par tous les auteurs. Donc par exemple, l'étude de Eman et Klein a conclu à une préservation du sentiment d'identité, mais un sentiment d'identité qui ne serait pas fidèle à ce que le patient est aujourd'hui, mais à ce qu'il était auparavant. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité vous parler du résultat concernant l'âge, puisque tout à l'heure on a dit que les patients se donnaient à un âge de 14 ans de moins que leur âge réel. Donc est-ce que finalement le sentiment d'identité qu'ils donnent est un âge est un sentiment d'identité qui ne serait pas fidèle à ce qu'ils sont aujourd'hui, mais à ce qu'ils étaient avant la maladie. Donc ça, c'était une question qu'on s'était posée, mais en même temps, ça n'allait pas avec ce qu'on avait vu avec la neuropsychologue qui avait reconnu les patients. Donc nous sommes allés voir dans les tests plus en profondeur. Donc les tests utilisés par Eman et Klein, donc les auteurs de l'autre étude, qui ont conclu à un sentiment d'identité non remis à jour. Donc nous sommes allés voir, et donc dans ces tests, il s'agit de questions du genre êtes-vous triste, êtes-vous ambitieux, et donc quelque chose qui pose la question au moment réel. Alors que dans nos tests de l'étude à Caen, nous avons demandé êtes-vous quelqu'un de plutôt triste, êtes-vous quelqu'un de plutôt ambitieux, ce qui veut dire que nous n'avons finalement pas les mêmes conclusions parce que nous n'avons pas évalué la même chose. Dans notre étude, nous avons évalué un sentiment d'identité beaucoup plus stable, quelque chose qui est plus général dans le temps. Alors que dans l'autre équipe, ils ont évalué le sentiment d'identité au moment présent. Et donc, nous avons l'hypothèse que finalement, le sentiment d'identité est double lui-même. Donc, il peut être assez labile lorsqu'on demande quelque chose sur le présent, quelque chose concernant le présent. Êtes-vous triste ?
Parce que ça peut changer au fur et à mesure du temps, alors qu'il y a une deuxième partie du sentiment d'identité qui, elle, est très stable. Donc lorsqu'on demande quelque chose de général, êtes-vous quelqu'un de plutôt indépendant, êtes-vous quelqu'un de plutôt triste? Donc finalement, nous concluons, comme Klein et Eman, à une préservation du sentiment d'identité. Et par contre, nous voyons dans une part du sentiment d'identité qui pourrait être moins altérée encore par les stades sévères de la maladie, dans le stade sévère de la maladie. Également, donc, nous concluons comme Klein qui dit que finalement, il y a une partie de la mémoire sémantique, donc la mémoire des concepts, qui serait moins altérée dans le temps à travers la maladie. Et cette partie donc plus robuste, ce serait la mémoire sémantique personnelle. Et donc, nous partageons cet avis et nous ajoutons que dans cette partie robuste qui résiste dans le temps, donc dans cette mémoire sémantique personnelle, il y a une part encore plus robuste, celle qui fait appel à la mêmeté, donc ce dont on a parlé tout à l'heure avec les concepts philosophiques. Donc ce qui fait appel à la mêmeté, c'est-à-dire ce qui ne varie pas dans le temps, ce qui est très général en nous, donc nos traits de caractère notamment. Donc, ce n'est pas nos traits de caractère qui ne varient pas, mais c'est la représentation que nous avons de ces traits de caractère. Enfin, les deux. Nos traits de caractère ne varient pas et la représentation que nous en avons ne varie pas non plus. Donc, finalement, dans cette étude, nous avons montré que le lien entre mémoire et identité était bien un lien qu'il ne fallait pas remettre en cause, puisque si les patients gardent un sentiment d'identité, c'est bien parce qu'une partie de leur mémoire n'est pas altérée, donc la mémoire sémantique personnelle. Et nous avons surtout montré dans cette étude que le sentiment d'identité dans la maladie d'Alzheimer, au stade modéré et sévère de la maladie, était préservé. Donc ça, de manière éthiquement parlant, c'est quelque chose de très important, puisque cela insiste sur la préservation de la représentation de soi, donc quelque chose qui n'est vraiment pas anodin, et quelque chose sur lequel on devrait plus insister, parce que c'est ce qui reste dans le temps, et c'est quelque chose de fondamental. Donc inciter le patient à parler de lui dans la maladie, n'aurait-il pas un effet positif sur lui, un rôle thérapeutique, en plus d'une nécessité éthique ? Et enfin, donc, je finirai en disant que quelqu'un qui ne sait plus se raconter ne devient pas pour autant un étranger pour lui-même et pour les autres. Mais pour cela, il faut évidemment qu'un environnement sache y contribuer. Donc, dans de nombreux EHPAD, aujourd'hui, on assiste à l'ouverture de PASA, à l'ouverture de salles Snozelen, qui font en sorte que les patients ne soient pas regardés uniquement dans un objectif de guérison, puisque effectivement ce n'est pas le but pour ces patients, mais ils sont regardés dans un objectif de prendre soin d'eux, de donner du bien-être, et cela, j'en suis persuadée, contribuerait à une meilleure perception de soi, enfin une préservation plus longue de ce sentiment d'identité chez les patients. Donc finalement, cette étude a permis de valoriser les patients, mais aussi les professionnels travaillant au sein de l'institution. La question éthique est de ce fait primordiale. Elle donne un sens à ceux qui travaillent auprès des personnes faisant face à une maladie évolutive et donne une valeur aux soins qui existent en dehors de l'espoir de guérison. Enfin, elle permet d'insister sur les capacités préservées, et cette préservation est de taille, je le répète, lorsqu'il s'agit de la représentation de soi. Merci Marie-Lou. On serait tenté de suite d'engager la discussion,
mais vous donnez aux professionnels, aux familles et aux personnes malades qui sont auprès de nous et qui sont dans cette salle le sentiment que les questions éthiques, les questions politiques qu'on a évoquées depuis hier se considèrent d'une manière différente quand on prend en compte tout ce que vous nous avez dit. C'est-à-dire que la personne dont on a le sentiment qu'elle était altérée dans son identité, dans ses facultés cognitives, dans ce qu'il est constitutif de sa personne, donc c'est nous a priori. Si on inverse les facteurs à travers toute votre observation, on se dit que le lien à l'autre, la relation est possible, la reconnaissance peut être ressentie par la personne et un lien peut se maintenir, voire se reconstruire à travers ce regard que vous portez. Donc je trouve que c'est à la fois scientifiquement intéressant pour nous de se dire qu'une étude aussi sérieuse apporte ce type de conclusion. Mais j'imagine pour les professionnels qui sont aussi quelquefois démunis dans ces situations, se dire qu'il y a ce possible-là, qu'il y a cette ouverture-là, là on a le sentiment quelquefois qu'on est dans quelque chose de définitif, d'impénétrable, c'est totalement passionnant, quoi. Oui, effectivement, c'est quelque chose sur lequel vraiment il faut insister, mais il faut quand même bien moduler nos propos en montrant on n'a rien montré sur l'identité et il y a effectivement des troubles, des troubles de l'identité, des troubles du comportement, etc., qui montrent effectivement la difficulté à prendre soin d'une personne malade. Et ça, évidemment, il faut prendre en compte cette difficulté à gérer au quotidien la maladie d'un proche. En tout cas, merci. On va revenir ensuite dans votre échange tout à l'heure avec Marie-Lou, mais ça fait plaisir de voir que le philosophe s'engage sur ces terrains, se met sur ces fronts. Quelquefois, on a une vision un peu éloignée de la réalité, un petit peu dans les hautes sphères, j'évoquais hier, du philosophe. Cet engagement, pour nous, est très précieux et correspond beaucoup à notre démarche éthique qui ne peut pas être que spéculative, éthérée. Il y a des vraies urgences et vous nous avez apporté une clé très intéressante. Je donne la parole à Pierre Crolac-Salmon. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci à l'Espace Éthique et à Emmanuel Hirsch de votre invitation. C'est un grand plaisir d'être là et un honneur. Alors quand on pose la question à un neurologue de l'impact des maladies neurologiques évolutives sur l'identité, je pense que la première phase de la réflexion porte sur le développement du sentiment d'identité chez toute personne à partir du début de sa vie, même peut-être avant la mise au monde. Et je pense que c'est très important de réfléchir en termes de neurodéveloppement, puisque quand on pense à maladies neurodégénératives ou maladies neurologiques évolutives, dans la littérature récente, on met en perspective la chronologie de disparition des réseaux neuronaux en miroir par rapport à certaines étapes du neurodéveloppement. Et donc avant de mesurer ou d'évaluer l'impact de ces maladies sur l'évolution du sentiment d'identité, il faut également se poser la question comment s'est installé ce sentiment d'identité en parallèle ou avec un neurodéveloppement et l'installation d'un cerveau social. Et on connaît l'impact très fort des premières étapes de la vie, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, sur cette apparition du cerveau social qui est forcément, dont les qualités sont forcément intriquées avec ce sentiment d'identité, forcément très proche de la personnalité du patient, du sujet, de ce qu'on en perçoit. Et depuis les premières heures de la vie, et peut-être avant, le cerveau, les réseaux neuronaux vont être influencés par tout ce que l'on perçoit de l'espace, ses perceptions visuelles, ses perceptions auditives, ses perceptions tactiles, les messages émotionnels, et tout ça avec le lit d'un polymorphisme génétique, avec le lit de la génétique, va influencer le développement de cette cognition sociale, donc peut-être influencer la personnalité, notre propre personnalité, et donc peut-être influencer ce sentiment d'identité qui va être propre à chacun de nous. Donc
ces étapes initiales de la vie vont jeter peut-être les bases de ce sentiment d'identité à travers, pas que ça, bien sûr c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste, mais en prenant en compte ces premières étapes du neurodéveloppement. Et puis après l'installation de ce cerveau social, qui est finalement continue et jusqu'à un âge assez avancé. Hein. Enfin, on parle de fin d'adolescence. Pour ce qui concerne les dernières grandes étapes de mise en place des grands réseaux neuronaux qui influencent notre perception de la société, d'un point de vue neuroscientifique, là encore, et c'est certainement trop restreint. Et bien après cette adolescence tardive, et bien ce cerveau social va évoluer tout au long de la vie, bien sûr, impacté par les événements de la vie, parfois négativement, parfois positivement, et puis impacté par tout ce qui va toucher, affecter le cerveau directement et forcément avoir des conséquences sur le comportement social, peut-être ce qui est perçu par les autres comme notre personnalité et ce qui est perçu par nous-mêmes comme notre identité. Donc je pense que même si c'est surtout pas superposable, identique, on peut rapprocher ces conceptions de neurodéveloppement, de personnalité, d'identité et de neurodégénérescence, même si le mot est très, très connoté négativement. Alors, quand j'ai réfléchi à cette question, l'impact de ces maladies sur l'identité, je me suis dit qu'avant toute perception par l'entourage, avant tout diagnostic par le médecin, il y a très souvent une longue phase de perception subjective par le patient d'un impact très intime de l'installation de ces maladies. Qu'elles aient un impact prédominant sur la motricité, sur le comportement moteur, sur la dynamique gestuelle, sur la marche, sur la forme physique, ou alors qu'elles aient un impact sur la cognition, la mémoire, comme vous l'avez très bien présenté ou questionné, qu'elles aient un impact sur le comportement. Une maladie neurodégénérative peut s'installer par une modification de son comportement en société. Eh bien, avant que l'entourage ne perçoive les premiers signes, très certainement, et je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup là-dessus, il y a une longue phase de perception uniquement subjective des modifications, des performances, ne serait-ce que physiques, motrices, cognitives, surtout la mémoire, mais pas seulement, ça peut être le langage, l'accès au lexique, et même pour ces maladies comme les dégénérescences frontotemporales, qui s'installent par une modification du comportement, voire de la personnalité, entre guillemets, et bien peut-être une phase où le sujet, qui n'est pas encore patient, va se questionner sur une évolution de son identité, alors que rien n'est perçu par l'entourage. On le connaît un peu mieux pour la mémoire, mais je pense qu'on peut se poser des questions pour chaque grand groupe symptomatique proposé par ces maladies neurodégénératives. Alors, à partir du moment où le sujet va se questionner, va modifier très intimement sa perception de son identité, de sa place au regard de ses performances qui déclinent, eh bien, peut-être que ça a déjà un impact sur la perception des autres, alors que l'autre, l'entourage, la famille, le proche, n'a pas forcément déjà perçu le petit trouble de mémoire, le petit trouble de la marche, le ralentissement moteur, la baisse de la forme, l'asthénie, la fatigue, mais peut-être qu'il a perçu, peut-être inconsciemment, des modifications de la personne, de sa représentation de cette personne comme elle était avant que ne s'engage cette maladie neurologique évolutive souvent très sournoise, hein, qui va s'installer très, très, très progressivement. Et puis après, bien sûr, vont
survenir les premiers symptômes. Et là, je pense que pour le sujet qui est affecté de ce genre de maladie, très très vite, il peut percevoir un changement dans le regard des autres. Même si les autres ne veulent pas asséner ce changement de regard, je pense que très vite, le sujet ou le patient déjà va percevoir ce petit trouble dans la relation sociale ou familiale ou intime qui va faire qu'il y a une faille qui s'installe dans sa perception de la relation à l'autre et donc de son identité, de sa place par rapport à l'autre, voire dans la société. Et là, on peut être au stade très 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 léger, enfin considéré comme très léger dans ces maladies, alors que déjà, on peut se poser des questions quant à l'impact intime sur la perception de son identité et l'impact social et relationnel. Alors que le neurologue, classiquement, va enregistrer certains symptômes, il va dire trouble cognitif léger, trouble de mémoire très léger, ou légère diminution du périmètre de marche. À chaque fois, on va d'un point de vue médical, plutôt relativiser ces symptômes neurologiques, alors qu'on sait, en tout cas c'est mon cas, on s'est peu posé la question d'un impact sournois dans la relation, dans la perception de son identité pour ce patient-là. Donc je pense qu'au stade léger, voire très léger, voire presque préclinique pour l'entourage, eh bien on peut se poser ces questions de la perception de l'identité. Ce qu'on ne fait pas classiquement en médecine. Et c'est en réfléchissant à ce sujet que finalement j'ai été amené à réfléchir à ces stades très légers. Et puis après, ces maladies neurodégénératives qui ont été bien décrites hier vont proposer un rythme d'évolution qui va être très variable, avec un poids de dégradation de secteurs de la santé qui va être variable en fonction des pathologies, en fonction des individus, plus cognitif dans certaines pathologies, plus comportemental dans d'autres, plus moteur pour certaines neurodégénérescences des systèmes moteurs, et avec un rythme complètement individuel qui dépend du terrain génétique, qui dépend des comorbidités chez le sujet plus âgé, qui vont être synergiques, en tout cas impacter, cumuler les effets sur la santé physique du patient et cognitive. Et donc, chaque patient va présenter une évolution qui est vraiment propre. Et donc, une modification de son sentiment d'identité qui va être très individuelle et qu'on doit évaluer comme tel. On ne peut pas, je pense à mon sens, proposer une approche trop globale, dire la maladie de Parkinson va forcément impacter l'image du patient, sa propre image, de telle façon, et la sclérose latérale amyotrophique d'une autre façon, alors que finalement, le terrain, l'histoire de vie, tout ce qui a fait l'identité avant la maladie, vont forcément être intriqués. Et puis la forme de la maladie va être différente. Alors là, évidemment, on se pose les questions de l'impact de la dégradation motrice sur ce qu'on perçoit de son identité. On pouvait être quelqu'un de sportif, de fort physiquement, d'entraînant physiquement, et être très rapidement impacté physiquement, alors que la cognition est préservée, le comportement social est préservé, ou se veut préservé, et puis finalement va être très impacté par cette dégradation motrice, qui n'est pas que motrice, très rapidement, puisque forcément, si je me sens dégradé au niveau physique, au niveau de la marche, que je présente un risque de chute, que je vais évaluer moi-même, eh bien je vais forcément avoir, je peux présenter un comportement d'autocensure, d'inhibition par rapport, concernant mon comportement social. Je vais moins m'exposer, je ne veux pas risquer la chute,
je ne veux pas que ce soit constaté par les autres. Et donc très vite, forcément, on peut modifier son comportement social. Et donc son identité sociale et même ce qu'on va percevoir de sa place dans la société. Je peux moins me déplacer physiquement, donc je me mets en retrait physiquement, et peut-être je me mets en retrait socialement, cognitivement. Je vais peut-être moins échanger avec les autres d'un point de vue intellectuel, moins proposer mes idées, et tout ça peut s'embraser. En tout cas, c'est des questions que je me suis posées. Bien sûr, il y a la dégradation cognitive. Qu'est-ce que je perçois de moi lorsque ma mémoire s'en va? Vous l'avez très bien questionné tout à l'heure. Mais aussi lorsque j'ai moins accès aux mots, donc je peux moins exprimer ma pensée complexe. Et lorsque je perçois que mon comportement, on le voit très bien avec certains patients, qui perçoivent que leur comportement est modifié, leur comportement social. Ça se voit dans les dégénérescences frontotemporales, où très vite on va médicalement, ou même l'entourage peut dire il a modifié son comportement, il a modifié son caractère, entre guillemets, donc sa personnalité, mais il ne s'en rend pas trop compte. Et finalement, si on pousse vraiment l'interrogatoire, surtout au stade léger de ces maladies, eh bien, les patients se rendent très bien compte qu'ils vont être, par exemple, plus irritables, voire agressifs verbalement, voire physiquement, moins patients, ou alors même percevoir qu'ils sont désinhibés. Alors que cette désinhibition est souvent associée dans notre esprit à une anosognosie, mais pas forcément. On peut être désinhibé et le ressentir comme tel, mais on ne peut pas le freiner. On a une perte des contrôles. Et ça peut être dès les stades très 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 légers de la maladie, de ces maladies. Et puis on va avancer vers les stades plus sévères, et là l'impact sur l'intimité va être encore plus grand. On peut avoir, bien sûr, comme vous le savez, des conséquences sur ses compétences, ses capacités vésico-sphinctériennes, ses capacités sexuelles, enfin tout. Et là l'intimité est forcément impactée très profondément, et je pense que ce qu'on perçoit de soi-même est profondément perturbé. Et ça rejoint la question de la mémoire que vous avez posée tout à l'heure, c'est qui suis-je, mais qui suis-je maintenant, qui j'étais avant, est-ce que je suis capable cognitivement d'établir une continuité entre tout ça? Est-ce que ce que je suis maintenant, c'est la transformation de ce que j'étais du fait de la maladie? Je ne suis pas sûr qu'un patient, l'entourage, même le médecin, les professionnels de santé puissent vraiment toujours percevoir les liens intimes entre ce que le sujet était et les conséquences directes et très indirectes de la maladie et tout le comportement social autour qui va être modifié. Donc on peut pas décrire tous les stades sévères, mais ces maladies vont impacter cette identité jusqu'à la fin de vie. Alors, je voulais dire un mot aussi sur ces maladies neurologiques évolutives qui peuvent être familiales. Et là aussi, l'identité peut être questionnée à l'échelle d'une famille. Lorsqu'un patient, un de nos aïeux a été touché par une maladie, et dont on sait qu'elle va être multipliée dans la maladie, il y a une histoire de la famille, forcément, ça peut impacter ce que l'ensemble de la famille va s'imaginer de son identité, et même à titre individuel. Je suis dans cette famille qui est touchée par cette maladie, cognitive, comportementale, même motrice, maladie de Huntington, maladie frontotemporale, parfois la maladie d'Alzheimer. Je sais qu'il y a ce risque dans la maladie, dans la famille, et est-ce que ça va modifier ce que je perçois de moi-même, de mon identité, avec ce risque-là, alors que je suis absolument pas malade? Ou alors, je suis en position dans cette famille déjà de patients, de personnes affectées,
qu'est-ce que je suis dans cette famille? J'ai des enfants, je peux transmettre cette maladie à mes enfants, je l'ai déjà transmise peut-être. Est-ce que je peux déjà avoir un sentiment de culpabilité? Alors que finalement, s'il n'y avait pas cette maladie, j'aurais peut-être un comportement social, familial, une personnalité, un sentiment d'identité qui serait différent. Donc quand il y a une histoire familiale de ce type de maladie, je pense que ça peut impacter ce sentiment d'identité. Donc voilà, pour conclure, ces réflexions portent sur la mise en perspective de ce qu'on connaît sur le neurodéveloppement, de l'installation de c'est un terme qui est forcément très restrictif, mais de ce cerveau social, si on prend d'un point de vue neuroscientifique pur, mais c'est pas ça, c'est pas seulement ça, mais quand même, ce qui fait le lit de notre personnalité, en tout cas une composante forte de notre identité, et puis l'impact de ces maladies, peut-être en miroir pour certains aspects, et il y a une littérature assez intéressante, récente là-dessus, et puis les conséquences indirectes que, à mon sens, nous tous, professionnels de santé, nous devons mieux évaluer dès les stades très légers, et pas se cantonner aux évaluations médicales, physiques, ce qu'on perçoit évidemment à l'examen clinique, à l'examen neuropsychologique. Donc, je pense qu'il faut se poser ce genre de questions maintenant. Merci. Merci d'abord de cette clarté. On est enchanté de voir comme ça apparaître pour les non-spécialistes vraiment des éléments à réfléchir, à approfondir. Alors je vais proposer à Marie-Lou peut-être de réagir par rapport à ce que Pierre vient d'avancer, mais dans la vision qu'on a souvent de ces maladies, c'est une identité blessée, fracturée, atomisée, c'est-à-dire comment dans l'expérience de la maladie, ce qui faisait cohérence s'éparpille, se disloque, comment la personne se retrouve aussi dans une forme de relégation vis-à-vis d'elle-même, mais vis-à-vis des autres. Donc dans un contexte finalement d'enfermement, de solitude, qui devient à un moment donné insurmontable. Et je trouve que c'est des clés intéressantes, en tous les cas des perspectives intéressantes que vous ouvrez pour chacun d'entre nous, de dire qu'il demeure en profondeur quelque chose qui est, j'allais dire, indemne de la maladie, en tous les cas à un certain niveau, même si Marie-Lou a montré un certain nombre de retenues et de réserves par rapport à ce qui serait une vision un peu idéalisante des choses. Mais il y a un concept qui nous semble quand même très important, c'est la notion d'estime de soi, un peu la démarche foucaldienne, c'est-à-dire comment préserver chez la personne le sentiment qu'elle s'estime encore, c'est-à-dire qu'elle ne renonce pas à ce qu'il est constitutif dans ses valeurs, dans ses préférences, dans tout ce qui a été son histoire. Et on voit, j'ai toujours été sensible des approches par exemple de Fabrice Zil, qui nous dit à quel point, lorsqu'on interroge les questions éthiques sur le consentement ou l'assentiment, il faut reprendre ce qui était constitutif de la personne et qu'elle n'est plus peut-être à un moment donné en capacité d'exprimer elle-même, mais c'est toujours constitutif d'elle et constitutif également du regard que ses proches portent sur ce qu'elle a été jusqu'à présent. Donc vous nous donnez vraiment en termes concrets, et j'imagine pour les professionnels, des modes d'approche, des modes de compréhension dans des domaines où souvent on renonce à chercher à comprendre tant le défi semble insurmontable. C'est pour ça que c'était précieux d'avoir ces éclaircissements, ces éclairages, ces pistes de travail et d'engagement comme on les a eues hier. Alors Marie-Lou, comment vous réagissez par rapport à Pierre, par rapport à son propos? Est-ce que vous êtes en phase? Est-ce que ça corrobore un peu ce que vous démontrez à travers vos études? Est-ce que ça vous ouvre des perspectives un peu inattendues? Oui, donc, évidemment, ça... Enfin, moi, je me suis attachée plus à des patients à stade modéré à sévère de la maladie, donc c'est plus, c'est des patients dans des stades plus avancés, et donc c'est pour cela que c'était important d'insister sur ce sentiment d'identité qui restait préservé, mais effectivement, lorsque l'on s'attache au premier stade de la maladie. Enfin, je parle de la maladie, mais des maladies. Finalement, on voit bien que l'identité, c'est quelque chose de pas simple. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complet que le petit sentiment d'identité qui est préservé en dernier stade.
Donc finalement, ce qui est intéressant de cet échange, c'est de voir que l'identité, c'est quelque chose de complexe et de très large, et qu'avant de souligner et de surligner le sentiment d'identité qui reste, il faudrait mettre en valeur cette identité qui est blessée, comme vous dites, et cette perte de l'estime de soi. Donc il faut essayer de valoriser les patients, enfin même avant qu'ils soient patients, donc travailler sur l'estime de soi. Et donc moi je vais revenir au stade modéré à sévère, mais même dans les stades modérés à sévères, travailler sur l'estime de soi est quelque chose de primordial. Et j'ai en tête une chercheuse, Anne-Marie Ergis à Paris 5, qui fait des pièces de théâtre avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer à un niveau sévère. Et en fait, c'est quelque chose, c'est un exemple de stimulation qui donne une grande confiance en eux aux patients, et qui valorise cette part d'ipséité dans la mêmeté restante, enfin, si vous me suivez. Donc qui valorise cette part qui est encore modulée dans le temps, dans ce qui reste toujours le même. Donc finalement, il ne faut pas se satisfaire de ce qui reste, mais il faudrait justement essayer de valoriser le patient pour que son identité soit la plus large possible, si je puis dire. Merci d'avoir évoqué Anne-Marie Ergis. Nous, notre rêve, ça avait été, dans cette université d'été, d'avoir effectivement cette pièce, c'est-à-dire cette représentation où des personnes, d'ailleurs, transcendent la maladie pour retrouver une identité, précisément parce qu'ils sont en scène devant un public dans cette dynamique. Alors j'avais, mais ça sera pour une autre fois, et en tous les cas, nous ne manquerons pas ce rendez-vous. J'ai une question, avant que vous vous posiez réciproquement une question, ça sera un peu la conclusion, j'ai une question à poser à Pierre. Lorsqu'on discute de questions éthiques avec les professionnels qui sont sur le terrain, ils se disent, face à une personne atteinte d'une démence frontotemporale, d'une maladie d'Alzheimer, comment arriver à préserver une identité professionnelle lorsqu'on a le sentiment que, alors hier on nous a parlé de bonne distance, en tous les cas, que ce rôle, cette fonction n'est pas reconnue par l'autre, et que pour rentrer dans son univers, il faudrait faire un peu semblant, c'est-à-dire, comme on fait avec des enfants, on joue avec eux, et quelles sont les limites à définir, et finalement, très concrètement, comment, lorsqu'on est confronté à ces situations, on peut préserver une identité professionnelle. Et vous avez même certains proches qui disent une identité même humaine, tellement ces maladies, par ce qu'elles ont souvent de provocatrices, d'incontrôlable pour la personne, qui est poussée quelquefois aux extrêmes de ce qu'est son humanité. Bref, comment préserver une identité professionnelle, une identité qui permette à l'autre de voir encore un interlocuteur dans celui qui s'adresse ou qui la soigne. Voilà, ces questions qu'on se pose quelquefois. Alors peut-être d'une manière plus claire que je ne les exprime, mais ça fait partie des dilemmes et des tensions éthiques souvent sur le terrain où les gens se disent mais, qui est-on, comment suis-je perçu, que dois-je faire? C'est pas une question simple, mais je réagirais en me demandant si... on parle surtout là des stades sévères, lorsque les patients ont du mal à comprendre le langage verbal, à comprendre même le langage gestuel, visuel, les informations visuelles. Alors est-ce qu'on peut se poser la question de cette identité professionnelle, ou est-ce qu'on peut la reformuler en passant par notre propriété soignante finalement, et du care. Moi je trouve que lorsqu'on est face à un patient à un stade sévère, qui est très limité dans les échanges en apparence, eh bien on peut engager énormément d'échanges ou même observer des conséquences sur le comportement du patient en le touchant, en utilisant sa prosodie, le ton de sa voix, et finalement
assez facilement, j'ai l'impression qu'on peut être dans cette relation du care, du soignant, mais qui est beaucoup plus large que cette notion de professionnel. Un proche est un soignant, finalement. Enfin, il ne faut pas le confondre, bien sûr, mais à cette démarche de care avec un sujet, un patient à un stade très sévère. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment faire passer encore à ces stades-là cette identité professionnelle, mais je pense que quand même, jusqu'à très loin dans la maladie, on peut, grâce à des vecteurs de communication très préservés quand même à ces stades sévères, comme le toucher, tout ce qui est de l'ordre des conséquences de l'empathie dans la communication, et bien quand même préserver une relation de soignant, de care, il me semble. Alors, on va conclure par la fameuse question réciproque. Marie-Lou, si vous aviez une question à poser, alors j'imagine qu'il peut y en avoir plusieurs, mais s'il n'y en avait qu'une que vous souhaiteriez, comme ça, au nom du public, poser à Pierre pour demander un approfondissement assez bref sur un des points qu'il a abordé, quelle serait cette question ? Par rapport à votre métier donc, de neurologue, est-ce que vous pourriez décrire davantage que j'ai pu le faire, étant philosophe, les troubles de la mémoire chez les patients atteints de maladies évolutives? Sachant qu'on ne lui demande pas d'écrire une somme académique et qu'il y a 3 minutes 45 pour répondre. Oui, répondre, mais surtout par la question aussi que je vais vous poser. Justement, bon, on ne s'adresse pas à la mémoire, mais les mémoires, et vous l'avez très bien souligné et confronté à cette question de l'identité. Et bon, chacun sait que forcément, on doit s'adresser à ces mémoires, cette mémoire à court terme, cette mémoire presque en direct, comme ça, liée à l'attention et à la conscience, cette mémoire des événements récents, semi-récents, et puis cette mémoire à très long terme, la mémoire sémantique, la mémoire des concepts. Et forcément, quand on se pose la question de l'impact sur l'identité, du sentiment d'identité de ces maladies, on doit mettre ça en parallèle. La question de la dégradation de ces mémoires qui va être hétérogène en fonction des maladies, en fonction des stades des maladies, et donc des conséquences sur la perception de l'identité. Donc, mais la question que vous me posez, vous l'avez bien amorcée, en tout cas bien posée dans votre propos, et c'est la question que je voulais vous renvoyer. En fait, c'est donc d'un point de vue neurologique, neurogériatrique, neuropsychogériatrique, on évalue ces mémoires d'un point de vue neuropsychologique, c'est-à-dire qu'on va les tester avec nos tests neuropsychologiques un peu contraints, et puis on va tenter d'évaluer cette mémoire à court terme, à moyen terme, à long terme, mémoire sémantique. Et puis on va émettre des hypothèses sur ce qui est déficitaire chez le patient et ce qui peut être préservé à ce stade-là et utilisé peut-être en termes de remédiation cognitive pour soutenir le patient. Et moi, donc, du coup, je voudrais vous poser une question qui est vraiment en continuité avec ça, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut, alors j'ose pas le dire, mais est-ce qu'on pourrait parler d'identité au pluriel ou de différentes composantes de l'identité, avec l'idée que ces maladies-là, en fonction du moment, en fonction de leur présentation clinique, vont impacter différentes composantes de l'identité, comme on l'a décrit, mais vont laisser préserver certaines composantes de l'identité, comme vous l'avez observé dans votre étude. Et je trouve extrêmement intéressant que vous mettiez en lumière, c'est pas incompatible avec les résultats des autres auteurs finalement, que vous mettiez en lumière la préservation de certaines composantes de l'identité pour qu'on puisse s'appuyer là-dessus. Pour travailler sur l'estime de soi, sur la préservation du soi et travailler avec le patient et son entourage. Donc est-ce qu'à votre avis on peut décortiquer l'identité en fonction de ce qu'elle représente dans le temps, dans les moments de la vie et dans les souvenirs des différentes étapes de la vie? Oui, effectivement,
c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Il y aurait différents types d'identités. Et d'ailleurs, notre échange l'a bien montré. Il y a cette identité très large donc, qui montre que nous ne sommes pas seuls à nous définir, nous sommes aussi en relation avec les autres. Et c'est cette relation avec les autres qui font aussi ce que nous sommes. Donc finalement, c'est une part très importante de nous. Donc à la fois pour l'estime de soi, mais aussi pour la construction de soi. Et donc ça fait partie de l'identité. Hein. Donc tout ce qui est rapports sociaux, manière de se comporter aussi. Hein. Donc tout ce qui est sociétal et tout ce qui est plus intime, hein, d'une relation avec quelqu'un de proche. Également notre éducation. Enfin, il y a tout un lien avec les autres, hein, qui fait que nous ne sommes pas autodidactes à 100%, si je puis dire. Donc l'identité, elle est à la fois un rapport à l'autre, elle est aussi quelque chose de complètement individuel et singulier. Et d'ailleurs, ça, vous l'avez dit aussi, hein, même dans la maladie, finalement, la maladie, elle se vit de manière singulière. Et la perte de l'estime de soi, elle n'est pas la même pour tous, elle n'est pas vécue de la même manière par tous. Et donc finalement, même dans la maladie, nous avons une part singulière de vivre les troubles. Et donc il y a ce rapport à l'autre, cette manière d'être singulier. Et puis aussi donc dans la vie qui est en cours, nous avons cette force, cette action de construction de l'identité, donc sur laquelle avait beaucoup insisté Nietzsche, hein, j'en ai parlé. Donc cette idée que nous oublions ce que nous choisissons d'oublier, nous trions, nous rappelons de ce qui nous touche personnellement. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Et puis enfin, on peut arriver donc à cette idée de sentiment d'identité, donc sentiment d'identité qui est simplement donc la représentation que l'on a de nous-mêmes. Et donc ça aussi, ça fait partie de l'identité. Donc comment on se voit, comment on se positionne par rapport aux autres et soi-même. Donc comment on se regarde, comment on s'apprécie. Ça fait partie aussi de l'identité. Et donc effectivement, on pourrait parler de plusieurs types d'identité. Et comme on parle de différents types de mémoire, il y a différents types d'identité. Et comme il y a différents types de pathologies, finalement, on s'aperçoit que ce qui est touché, ça renvoie à des parts de nous-mêmes auxquelles on n'avait pas forcément pensé d'ailleurs, mais qui font partie d'une identité multiple. Merci Marie-Lou, merci Pierre. On peut les applaudir, bien sûr.